souhaitais qu'on termine avec toi, on termine et qu'on recommence aussi la suite, à la fois parce que tu as été dès le début, avec Maud Franca, un des fervents défenseurs de cette idée du kiff, et puis aussi parce que la position de EY, qui est à la fois un acteur économique, un analyste et une société de conseil, donne une vision, et d'ailleurs on va travailler ensemble, comme on l'avait dit, c'est l'objet du partenariat. Et puis parce que ta propre personnalité, ta connaissance, disons, de la création, ton rôle dans des sociétés de production avant d'être chez EY, font que tu as un regard, je dirais, à 360, qui comprend, je dirais, les enjeux créatifs, qui comprend les enjeux économiques. Tu es un des acteurs de cette transformation, assez discrètement. Tu as beaucoup contribué, notamment à la construction du palais immersif. On a vu défiler pendant ces 4 jours une multitude d'acteurs, des petites sociétés, des grandes institutions, des individus, des créatifs, avec aussi des très grandes sociétés de technologie. Comment est-ce que tu perçois le kiff? Comment est-ce que tu perçois cette révolution? Et comment est-ce que toi, avec ton regard, on va dire, complet, tu vois ce qui est en train de se passer? Merci Alexandre, complet je ne sais pas, mais en tout cas merci beaucoup et merci d'avoir eu cette intuition que cet événement était nécessaire, et je pense que ce que nous avons vu au travers de ces 3 jours de discussions très intenses, 4 jours de discussions très intenses, pardon, 4 jours de discussions très intenses, a démontré en fait à la fois la qualité de ce qui se faisait, la diversité, la profondeur du sujet et du coup cette effervescence, et je dois dire que je l'ai vécu comme une surprise un petit peu, même si on avait presque parlé avec tout le monde avant. Oui, oui. C'était une surprise de finalement visualiser, c'était aussi là aussi ton intuition, il faut voir, donner à voir, parce que les concepts ne sont pas aisés à comprendre, et on en a vu un certain nombre même ce matin qui ne sont pas aisés à appréhender. Il fallait donner à voir cette effervescence, cet enthousiasme, cette passion de l'ensemble de ces acteurs pour comprendre qu'effectivement nous sommes à l'orée de quelque chose, pour comprendre ce qu'a dit avec des mots très simples Marc Petit, et on le remercie quand il dit l'immersif. Alors lui il dit les jeux vidéo ou les moteurs de jeux vidéo, mais moi je dirais l'immersif va changer le monde. C'est une phrase toute simple, mais pour la comprendre, appréhender ce qu'elle peut vouloir dire, je pense que c'était nécessaire d'avoir ce panel, cette diversité et l'intensité de ces débats pendant ces derniers jours, et surtout la passion des acteurs. Donc ça veut dire qu'on est à un moment très important, ça veut dire que quelque chose est en train de se passer dans le basculement de ce que je pourrais appeler un Internet 2D vers un Internet 3D, tout simplement. On va rentrer dans Internet, voilà. Et forcément, ça va changer beaucoup de choses. Il y a des conditions technologiques qui doivent le permettre, elles sont réunies aujourd'hui, mais outre ces conditions technologiques, il y a d'abord, et ça aussi c'est un deuxième enseignement très important de ces journées, ce qu'on a appelé l'immersion, qu'on avait beaucoup de mal à définir d'ailleurs, et qu'on cherchait, on tâtonnait, on avait une entrée technologique, une entrée usage, on tâtonnait un peu pour la voir, et je trouve que c'est dégagé de ces discussions une définition de l'immersion finalement qui est indépendante des technologies. Finalement l'immersion, ce que nous ont dit les divers acteurs tous les jours quasiment, avec des mots différents, c'est d'abord de l'imaginaire. C'est pour engager l'immersion, pour activer l'immersion, je crois que quelqu'un l'a dit ce matin, activer l'immersion, il fallait activer l'imaginaire, et très important donc de préserver cet imaginaire, il fallait créer de l'engagement, parce que l'engagement c'est le début de tout. Dès lors qu'on est engagé, on achète, on apprend, on se divertit, et voilà, etc. Et que cet engagement crée l'émotion, et que c'est par cet engagement qu'il y a de l'émotion, et que ça c'est vraiment le driver de toute cette, de tous finalement ces activités qui sont en train de naître, et que ça se faisait avec un sentiment d'ubiquité qui me paraît aussi être une nouveauté très forte. On peut n'importe où, si je vais dans l'univers de Garou, qu'a décrit Gaspard Géroux, se retrouver ensemble dans un endroit commun, fût-il virtuel, mais pour en fait avoir des relations sociales, c'est-à-dire échanger. Donc au fond, cet imaginaire, cet engagement, cette ubiquité, à la fin, c'est au service de relations sociales. Et c'est pour ça que je pense que cet univers de l'immersion, c'est d'abord un nouvel environnement ou un nouveau territoire de la relation et du social. Et vous voyez, ça rejoint même ce que disait Bayard
groupe dont on a vu l'historique au départ, très ancien, qui au départ est parti de cette question de la relation sociale et qui en a fait ses valeurs. D'où la question des valeurs qui apportent ça, puisque finalement on construit ces environnements pour se rencontrer. Et j'ai adoré quand Marc Mottier a dit « Fortnite, moi j'y vais pour parler avec mes enfants ». Parce que quand on se parle au téléphone, on n'a pas grand-chose à se dire. Quand on joue ensemble, on se découvre. Et c'est ça un peu, je trouve, un des enseignements. Ça prolonge notre capacité à entrer en relation avec l'autre. Et ça vient, cette idée-là, assez forte, je pense que vous l'avez souligné aussi à plusieurs reprises, Clara, ça vient battre en brèche, finalement, l'idée reçue qu'on pouvait avoir, ces mondes virtuels vont nous déconnecter définitivement, une séparation entre le réel et le virtuel. En réalité, vous avez tous parlé d'hybridation, vous avez tous parlé de mix entre ces deux mondes, et donc c'est le figital, voilà, avant ça. Et ce n'est pas à venir, on y est déjà en réalité, puisque notre environnement aujourd'hui physique est saturé d'informations digitales. Que je prenne mon téléphone pour voir mes mails ou que ces mails s'affichent parce que je suis dans un monde semi-physique ou semi-virtuel, quelle différence? C'est la même chose en fait. C'est simplement que cette expérience-là va devenir de plus en plus seamless, comme disent les Américains, c'est-à-dire de plus en plus naturelle, simple, directe, et toujours au service de la relation, toujours au service de l'émotion. Ça, je pense que c'est clé dans ce qu'on recherchait comme définition, c'est clé dans ce qui est apparu. Ça fait réagir notre philosophe. Oui, ça fait réagir parce que je pense qu'à travers tous ces témoignages qu'on a entendus, on voit qu'il y a une césure entre le réel et le fictif, mais pas entre le réel et le virtuel. Oui. C'est un monde en fait qui est augmenté, enrichi et qui est presque un correctif apporté aux failles qu'on peut avoir dans nos relations sociales à différentes échelles, à l'échelle de la famille, à l'échelle du monde. Du travail. Alors, du travail. Correctif, ça dépendra desquels, j'espère. En tout cas, il faut aller vers ce progrès, c'est sûr, mais en tout cas, qui vient enrichir, apporter autre chose et qui ne vient pas, du coup, effacer ni l'un ni l'autre. Ça, je pense que c'est une chose importante. L'autre enseignement, à mon avis, très important, c'est qu'on est à un momentum. Là encore, c'est une intuition que tu avais eue, qu'on a partagée, c'est qu'on est à un moment où ça va se passer. Voilà, c'est en train de se passer, pardon, même je dirais, on ne peut plus parler au passé. Oui, c'est la renaissance. Personne sait vraiment qu'il y a Léonard de Vinci. Mais voilà, c'est présent, les technologies sont matures, de toutes sortes, hein, que ce soit les technologies des moteurs de jeu, que ce soit les technologies natives dans le cloud, comme les a présenté Sylvain Orduro de Visua 3D. Ces technologies sont matures, elles sont présentes, elles sont temps réel, et c'est essentiel le temps réel, ça on l'a bien compris, parce que pas possible d'interagir si on n'est pas dans le temps réel. L'interaction n'est pas bonne, on n'arrive pas à se parler. Là, on a réussi, par exemple, dans ces débats, à avoir des gens qui étaient à distance, à travers des écrans, etc. Et c'est parce qu'on pouvait échanger, et puis les rares fois où on ne les entendait pas, ça ne marchait pas. On les entendait, ça marchait, mais si on les voyait flou, enfin ça marchait, voilà. Et si on les entendait plus, c'était... Exactement, voilà. Donc oui, le son, d'ailleurs, de ce point de vue, tu as raison, joue un rôle absolument essentiel. C'est d'ailleurs le premier vecteur de l'immersion, hein, le son. Donc les technologies sont là. Je pense que les créateurs sont là aussi. Ouais. Ça aussi, c'est une chose absolument essentielle. C'est que le monde de la création s'est emparé de ces sujets, propose... C'était extraordinaire ce moment. Ah, c'était extraordinaire. Vraiment, c'était extraordinaire, à tous les niveaux, et des choses complètement étonnantes qu'on n'imaginait pas, hein, dans tous les arts, le spectacle vivant, que le théâtre immersif, la danse, que sais-je, dans tous les... Et je dirais même, plus encore, même dans l'industrie, hein, j'oublie pas ce qu'a dit Sébastien Massard d'Assosystème, c'est l'imaginaire qui drive l'industrie, hein. C'est l'imaginaire qui drive l'industrie. Donc les créateurs sont là, et donc les créateurs jouent leur rôle de pionnier en imaginant des expériences nouvelles, en imaginant des façons de mixer cette réalité, d'utiliser ces outils pour nous proposer des expériences encore plus vibrantes, encore plus stimulantes, encore plus engageantes, encore plus éducatives, etc. Et ça, je pense que c'est clé. Il y a un point sur lequel je voudrais réagir et qui a émergé au fur et à mesure des discussions de Yacine Aït-Kassi à Justine Villegrain et à tous les autres, c'est qu'il y a aussi une économie qui est en train de naître. Alors, il y a une économie qui est un peu paradoxale pour nous qui avons travaillé dans du virtuel, dans de la production industrielle, c'est qu'il y a finalement une production virtuelle qui est attachée à une valeur. On a beaucoup parlé de la création de valeur, tu as beaucoup travaillé sur la logique de distribution dans une des plateformes.
Et ça, c'est aussi une surprise. C'est-à-dire que derrière cet engouement des NFT, derrière la blockchain, on a l'impression qu'il y a des pièces qui se mettent en place qui vont permettre vraiment de la richesse. Et donc une forme de croissance un peu différente. Et c'est tout l'enjeu de la discussion qu'on a eue avec Yacine ce matin. C'est oui, on va croître et on peut croître de manière durable. En plus, alors, souhaitons-le. Il appelle ça love, lui, carrément. Mais c'est une ambition incroyable. Non, mais ça, c'était un point. Alors, effectivement, c'est le point qui, pour nous, est le principal point d'attention, nous, en tant que EY, qui accompagnons beaucoup de projets dans leur levée de fonds, et beaucoup de projets, notamment, qui ont été présentés, qu'on a eu la chance et le plaisir d'accompagner, c'est que les modèles économiques sont en train d'émerger. Et ils sont divers. Ils ne sont pas uniques. On a évidemment tout le champ de ce qu'on appelle le location-based entertainment, c'est-à-dire au fond le modèle de la billetterie. Ça, c'est en train d'émerger. Alors c'est en train d'émerger avec quand même encore des difficultés. La chaîne de valeur n'est pas complète. On l'a vu dans la discussion autour du financement. La chaîne de valeur n'est pas complète parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on crée des expériences qui sont fortes dans des musées, dans des lieux de spectacle, que sais-je. Il va falloir, pour que cette valeur augmente, se pérennise et qu'on se retrouve, probablement qu'on arrive à les faire circuler. Arriver à les faire circuler, ça veut dire standardiser d'une manière ou d'une autre, arriver à des coûts qui permettent de standardiser cette expérience d'un endroit à l'autre. Te provoquer. Avec des lieux. J'ai l'impression qu'on s'est fait ringardiser par Justine et Benjamin. Ils nous ont dit non mais attendez, là c'est fini votre truc, les galeries, les machins. Est-ce que tu ne crois pas qu'ils sont déjà en fait... J'y venais, non, je pense que ça s'ajoute. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'ils ont dit, notamment autour de ces plateformes décentralisées dans lesquelles on crée des environnements virtuels avec des objets, des contenus virtuels qui ont une existence économique propre et unique, la tokenisation. Et donc ça, effectivement, ça va arriver très fort. Et j'ai trouvé... C'est déjà là. C'est là, absolument. Et la plateforme de jeu qu'on a vue... Sandbox. Extraordinaire, donc c'est clair. Et on voit bien que là, ça crée une économie en soi et que cette économie, en fait, a un effet, d'entraînement des joueurs eux-mêmes, puisque finalement, ils peuvent, en jouant, gagner leur vie, créer des environnements dans lesquels il y a des objets qui ont une valeur en propre. Mais ça ne va pas tuer le monde physique. On a vu, et notamment l'effervescence de tout ce qu'on a vu et qui est fait autour des musées, va continuer, va s'enrichir. On pourrait l'imaginer aussi dans la blockchain. Les deux, ça s'ajoute. Les deux ne s'opposent pas, encore une fois. Il ne faut surtout pas chercher à les opposer. Et donc, il va falloir aussi que naissent des distributeurs de ces contenus, dans le monde physique comme dans le monde virtuel. Ces plateformes, aujourd'hui, elles sont nativement des plateformes de distribution, mais les deux vont communiquer entre le physique et le réel. On pourrait voir Martin Luther King dans The Sandbox, on pourrait pourquoi pas. voir les films... Tout en ayant une exposition qui circule dans des musées autour de ça, dans un format qui permet sa circulation et qui permet... Ou bimersive. Voilà, exactement. Et de même, les plateformes, entre des plateformes complètement décentralisées comme Sandbox, qui sont des plateformes de jeux très engageantes, ou des plateformes comme Fortnite, où on vient... finalement créer son propre univers pour essayer de vendre des choses ou de partager une expérience, etc. Donc on a un panel de modèles économiques qui est en train de se développer avec, on va dire, un outillage qui le permet, c'est-à-dire les briques, les prérequis sont là. Les prérequis sont là parce que d'abord les usages se développent grâce aux créateurs qui proposent des expériences engageantes. Deux, les plateformes, les infrastructures sont présentes. Grâce au cloud, la 5G, très important parce que ça permet le temps réel. Et puis enfin, la question de la propriété et la question donc du coup de la transaction, grâce au NFT et la blockchain, devient possible et donc ouvre des perspectives infinies. Donc ça, si je multiplie ces trois choses-là, Dieu seul sait ce que ça va faire. Et j'espère que pour le prochain kiff, on sera très étonnés. Pour inviter Dieu. Voilà, j'en sais rien. Enfin, des gens qui se prennent pour Dieu, ça possiblement. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et donc ça, c'est possible. Mais donc voilà, ça c'est défi. Alors comment on va y arriver quand même? Parce que là maintenant il faut se poser la question, quelles sont les conditions, hein, et j'ai beaucoup aimé quand par exemple on a écouté Moment Factory qui nous a expliqué finalement l'écosystème dans lequel il évoluait, Montréal, qui est un écosystème majeur, notamment pour le jeu vidéo. C'est un point extrêmement important parce qu'on est aujourd'hui dans un territoire qui nous a accueillis, qui nous a aidés, et on voit qu'il y a une forte volonté de se développer. Bien sûr. C'est le point avec
Ce qui m'a frappé, c'est que les acteurs n'appellent pas un système anarchique, hein, c'est-à-dire que Fortnite, il demande plus de régulation. Il y a besoin de construire des écosystèmes avec de la régulation, des investissements à long terme pour que les créateurs s'expriment. Hein. À Montréal, on a eu plusieurs interlocuteurs qui vivent à Montréal. Guillaume Terrien, Michael Gouzigou, hier, Marc Petit, ils vivent à Montréal et il n'y a aucun hasard. Non, il n'y a aucun hasard. Aucun hasard. C'est une volonté politique. C'est du Québec d'exister en Amérique du Nord, parce qu'ils ont une volonté aussi de défendre la langue française et de défendre leur identité. Et ils ont créé quelque chose qui est inspirant. C'est-à-dire que c'est un hub créatif dans lequel il y a des studios, dans lequel il y a du jeu vidéo. Hein, c'est la première plateforme d'Ubisoft. Il y a tous les talents qui se... Et ils nous l'ont dit d'ailleurs quand on préparait. En fait, ils se rencontrent tout le temps, tous ces gens. C'est-à-dire ça ressemble aux cités de la Renaissance. Ça ressemble à un moment donné où les cités disent « moi, je veux exister, je suis Florence contre les autres ». Et il n'y en aura pas 50. Il n'y en aura pas 50. Il n'y en aura pas 50. Et on l'a entendu, on a des cartes à jouer en France qui sont très fortes, parce que du côté des talents, on a les compétences, que ces compétences nécessitent toutefois d'être hybridées. Hein, moi, j'ai été aussi très impressionné sur certaines des expériences, notamment celle du Mosée de Doha. Ils ont eu un budget, on va dire, quasi illimité, et ils ont été chercher les meilleurs du monde. Ouais. Ils ont été chercher les meilleurs du monde pour développer une exposition et une expérience à un moment donné, 4 ou 5 ans avant que tous les outils soient là. Oui, ils ont inventé les outils. Voilà. Donc, d'un certain point de vue, on est dans un village global, dans le monde, donc il va falloir fixer ses compétences, les former. Ce qu'a dit ArtVFX est tout à fait juste. Hein. Il faut former aujourd'hui pour les métiers de demain. Je ne sais plus comment il a formé sa formule, mais elle était très jolie formule qu'il faut retenir. Donc oui, il va falloir former, il va falloir faire de la recherche, il va falloir ensuite fixer, avoir des infrastructures présentes pour pouvoir développer. Il va falloir ensuite avoir du financement. Et beaucoup de capital financement. On sait là-dessus combien, côté outre-Atlantique, ils sont particulièrement performants. Mais on est performants aussi en France. Hein. Je rappelle que cette année, la French Tech, enfin les entreprises de la tech, ont levé plus d'argent en 6 mois que l'année dernière et battu un nouveau record de levée de fonds. Par contre, le sujet aujourd'hui de l'immersif n'existe presque pas. Donc, il va falloir entrer dans ces levées de fonds avec le sujet de l'immersif en expliquant qu'on est en train de bâtir les sociétés de demain sur ce sujet. Et là-dessus, on a sans doute aussi quelques difficultés côté français, parce qu'il va falloir qu'on apprenne à investir non pas sur des projets, mais plutôt sur des sociétés. Oui. Voilà. On a une très forte capacité à lever de l'argent autour de projets, parce que c'est un projet expérimental, parce qu'on arrive à agréger un certain nombre d'acteurs sur un projet. Lever de l'argent sur des sociétés qui ne construisent pas un projet, mais construisent un train de projets, construisent un ensemble de projets. Les grands enseignements de la discussion avec Guillaume Terrien. Exactement. Et ça, c'est de la technologie, c'est du savoir-faire, c'est de la propriété intellectuelle, etc. Et c'est pas simplement pour faire un film, c'est une société de production. Voilà. Pas pour faire... Si on prend cette analogie-là, c'est celle-là. Voilà, absolument. C'est ça parce qu'on a cette tendance liée à la politique des auteurs aussi. Voilà, exactement. C'est pour ça que je trouvais que la démarche de Flair est intéressante, puisque là, c'est un projet entrepreneurial qui est d'ailleurs soutenu par un investisseur. C'est ce qu'on a vu avec Momentum. C'est ce qu'on a vu avec Momentum. Exactement. C'est-à-dire vraiment une vraie volonté, c'est du financement, mais derrière, il y a une stratégie des hommes, des femmes, des talents. Et d'ailleurs, la démonstration qu'a fait Marc Petit, parce qu'on lui a demandé, et c'était Gaspard qui nous avait dit, mais il y a plein de Français. Et puis en fait, on lui a dit, il nous a sorti 3 Français de son organisation. Hein, celui Raphaël Pierrat, qui était présent avec nous, qui est à Strasbourg. Son bras droit, qui est Sébastien. Et puis celui qui vient de racheter SketchLab. Et quand le patron de SketchLab, qui fabrique des scans, a dit qu'en fait il était parti aux États-Unis, mais qu'il revenait en France, c'est aussi très intéressant. C'est un monde très fluide. Après, les multinationales ne sont pas inactives. Hein, Marc Petit, c'est un des personnages, des plus puissants dans cette redistribution des cartes. Est-ce qu'on est capable d'avoir des talents comme ça Alors, sur une partie des sujets, et encore une fois, je crois que c'était Marc Petit qui l'a dit, ou non, pas Marc Petit, ça a été dit après, c'est pas nécessairement les plus gros qui gagnent. Hein.
mais plutôt les plus agiles et les plus rapides. Donc on a peut-être là aussi quelque chose à jouer de ce point de vue pour avancer et développer notre écosystème. Donc on a quelque chose à faire sur la fixation de ces écosystèmes au niveau français, au niveau régional. Et là-dessus, on a un outil quand même en France qui a été présenté par Maud Franca, qui est le PIA, le Programme d'investissement d'avenir, qui est quand même un outil très performant pour financer l'amont, pour financer le point de départ. Tous les projets, beaucoup des projets, Merlin, RMN, IRCAM Amplify, etc., ont été des projets qui ont été financés via le pays. Sunstory Odyssey ont été des projets qui ont été financés via le programme d'investissement d'avenir, à l'initiative de Maud. Et plus encore, où là c'était des financements de sociétés de projets, donc on a financé des entreprises qui avaient des projets de développement, mais il y a aussi le PIA sur le volet subvention, qui est aussi très important et qui va permettre d'accompagner les acteurs dans leur maturation. Et je suis très content de voir que la présence de Maud il y a 2 jours, était présente, et depuis hier soir ont été publiés 3 nouveaux appels à projets du PIA. Voilà, ça c'est une info. Donc vous pouvez aller sur le site, 3 nouveaux appels à projets sur la virtualisation du spectacle vivant, donc exactement ce dont on parlait en partie ce matin, autour de toutes les questions de billetterie et numérique et billetterie, et puis toutes les questions du développement durable et de la culture. Donc vous voyez, c'est des financements qui permettent évidemment à l'ensemble des acteurs à la fois de grimper en maturité et puis derrière d'investir et de s'engager dans des projets, cette fois-ci avec des acteurs économiques. Donc il y a l'État joue son rôle, il faut pousser. Et puis tous les secteurs d'activité sont concernés. Oui. On a eu un biais naturel, un peu à cause de nous, mais on a eu un biais naturel à regarder beaucoup la culture, la création, etc. Et puis le lieu, et puis on est dans un musée, c'est normal. Et d'ailleurs, j'étais très heureux de voir que tous les donneurs d'ordre étaient là, d'un certain point de vue. Donc ça donne envie à toutes les startups, toutes les boîtes qu'on a vues. Ces donneurs d'ordre sont prêts à entendre aujourd'hui, ils ont envie de développer des expériences, donc allez-y. Mais c'est vrai dans tous les secteurs, c'est vrai dans l'industrie, c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans l'éducation. L'éducation, vous en avez parlé longuement hier, c'est massif. L'engagement que permet l'immersion est une amélioration forte pour développer des EdTech, des programmes éducatifs. On l'a vu d'ailleurs, c'est d'abord né dans des situations où il y avait des publics empêchés ou des publics handicapés qui, du coup, grâce à ces technologies ont pu évoluer. Et donc ça va diffuser et s'élargir. Il y a eu de très beaux exemples présentés hier à ce propos. Donc on a un rôle, c'est multisectoriel, c'était aussi un point important de la vision au départ du KIF, c'est d'être multisectoriel, même si la culture est un peu pionnière parce que c'est de la création, dans tous les secteurs d'activité, on est en train de basculer vers l'Internet 3D, point barre. Donc voilà, c'est tout. L'Internet avec lequel on vit quotidiennement, on va dire même, je dirais, constamment, va passer en mode 3D. Donc il faut s'habituer, quoi. Il va falloir rentrer dedans. Donc on va publier ensemble. Alors on va publier ensemble une étude qu'on a largement déjà préparée avec beaucoup d'acteurs, mais je voudrais qu'on en fasse les actes en fait du KIF pour que à chaque édition on revienne sur ces actes et qu'on en dise, on voit l'évolution au fond L'étude est enrichie par le. Voilà. Bien sûr, elle va être enrichie par le KIF, par tout ce que vous avez dit. Et puis, chaque année, on en publiera une version amendée, ajustée, enrichie, qui nous permettra d'avoir l'état des lieux du secteur et puis surtout l'état des lieux de sa dynamique, de son effervescence, des tendances. On a fait comme Marc Petit, on a dit que mettre des chiffres, ça ne voulait rien dire aujourd'hui. Parce qu'on n'arrive même pas à circonscrire exactement les choses. Donc on n'a pas cherché à mettre des chiffres, mais on a cherché plutôt à mettre des études de cas, dont on a vu beaucoup, certaines de ces études aujourd'hui, être explicitées durant le KIF. Et donc on a mis pas mal d'études de cas, et puis on a essayé de regarder un peu, d'une façon cross-sectorielle, toute une série de sujets qui émergeaient pour que cette étude soit une source d'inspiration pour vous et un point à partir duquel vous continuez à vous développer, à vous enrichir, etc. On est, je dirais, et je pense que ça aussi c'est un des points très importants, en train d'entrer de plein pied dans une économie de la création. Ça, je pense que c'est un point, on ne mesure pas encore tout ce que ça veut dire, mais c'est majeur. Le succès de TikTok, c'est que c'est un studio vidéo TikTok. Oui. C'est ça le succès de TikTok, c'est que n'importe quel gamin, il a un studio vidéo, il fait la vidéo qu'il veut. Ensuite, c'est une plateforme de diffusion, mais c'est d'abord... avec un très bon algorithme, tout ce qu'il faut. Donc c'est un studio vidéo. Et donc, tous les outils... Fortnite, ou Unreal, plutôt, plus exactement,
c'est un studio de création de jeux vidéo. Ah oui, oui. Open. Donc, toutes les générations qui arrivent vont avoir à leur disposition des outils de création de façon quasi native. Et ils vont jouer avec ça. Et je prends le pari que le premier job qu'ils vont avoir envie de faire, c'est d'être créateur. Dans n'importe quel domaine. Après, ils feront des vrais jobs, mais d'abord vouloir être Ils feront en même temps. Ils feront en même temps. Mais le premier job. Et ça, cette économie de la création, aujourd'hui, l'infrastructure de cette économie, elle est là. Elle est là pour les outils, elle est là pour la diffusion, et elle est là pour le modèle économique grâce au NFT, comme ça a été explicité dans la conférence précédente, puisque ceux qui voudront être créateurs pourront vivre de cette création, si tant est que cette création trouve un public, et trouve une communauté, etc., ce qui est normal, et elle ait la curation suffisante. Mais la bascule dans cette économie de la création, ça change énormément de choses parce que c'est plus d'intermédiaires. C'est toute une série d'intermédiaires qui disparaissent. C'est une relation directe au public et aux communautés. Et donc, ça va ouvrir un très vaste champ pour permettre justement à ces fameux métaverses que vous avez décrits, qui ne sont pas autre chose qu'en fait des environnements virtuels dans lesquels on... Persistants, voilà, très bien. Michael, exactement, des environnements dans lesquels on pourra jouer, se divertir, apprendre, faire des transactions. L'exemple de Garou est un très bon exemple. Moi, j'ai essayé, c'était très impressionnant. Et outre la passion de Gaspard pour le raconter, il y a vraiment toute une équipe et c'est très très bien fait. Et donc du coup, voilà, c'est un environnement dans lequel on peut, non pas qui ne va pas se substituer au monde réel, ça je n'y crois pas une seule seconde, mais qui peut venir enrichir le monde réel pour permettre, par exemple, quand on est une entreprise entre plusieurs pays, de se retrouver dans une salle de travail et discuter. Je pense qu'il y a deux domaines en plus de ceux que tu as identifiés, celui de la santé, qu'on abordera plus tard, mais l'exemple d'HypnoVR, celui de l'industrie qu'on a appelé, nous, l'industrie. On a fait une première incise pour voir, notamment avec Dassault Systèmes, oui. Tout un écosystème de start-up qui sont des petites sociétés. Qui existent déjà et qui ont déjà du business. Parce que la modélisation et la simulation qui permet d'anticiper, et donc anticiper la création d'une voiture, anticiper telle ou telle machine, etc. Ça, c'est déjà très pleinement dans l'industrie depuis un moment. La maintenance prédictive, etc. C'est déjà dans l'industrie. Simplement, les usages poussés par les usages du grand public vont par le cloud, la 5G, vont encore plus se développer. Et donc, c'est des industries qu'on voit moins parce qu'elles sont plus professionnelles, on va dire, elles sont plus cachées dans les secteurs d'activité, mais qui représentent déjà des chiffres. D'ailleurs, quand vous voyez les études sur les chiffres colossaux de la VR, etc., souvent, c'est lié au secteur d'activité industriel, parce que cela, on sait mesurer et on sait faire on va dire des... Il y a un exemple qui a été spectaculaire, c'est le contrat que Microsoft HoloLens a signé avec l'armée américaine. Exactement. Quand même, je crois, 21 milliards de dollars. Voilà. Les militaires ne sont pas connus pour acheter des machines qui ne marchent pas. Voilà, absolument. Et donc, du coup, tout ça est devant nous. Les enjeux associés à ça sont devant nous. J'ai bien aimé quand vous avez parlé ce matin de façon très précise, avec Elix d'ailleurs, sur les questions, les enjeux d'égalité, d'ouverture, d'inclusion. Et Marc Petit a insisté là-dessus. C'est ça qui était étonnant. Donc il va falloir de la régulation. Il va falloir démarrer comme Internet, mais ne pas finir comme Internet. C'est-à-dire démarrer avec le HTML, des protocoles, on va dire, ouverts, dans les deux sens, bidirectionnels, etc., où tout le monde à sa place pour ne pas finir dans des environnements fermés. Oui, donc ça va être clé. Nvidia, c'était très étonnant. Nvidia a beaucoup insisté là-dessus. Discours. Voilà. Et donc ça, il va falloir être très attentif à ça, probablement proposer de la régulation. Européenne, en l'occurrence. Européenne, voilà. Et ça a été dit d'ailleurs, la première, je crois, des conférences, ça a été dit. Donc tout ça, ce sont des chantiers devant nous, des chantiers absolument passionnants, qu'on va suivre avec attention, qu'on va suivre tout au long de l'année d'ailleurs, Alexandre, parce qu'on va proposer de se retrouver une fois par mois. Ouais, voilà, vas-y. Non, mais on va pérenniser le kiff de manière mensuelle avec EY pour justement suivre cette actualité. Exactement. Une fois qu'on aura sorti cette première étude, voyage. Qui sortira la semaine prochaine. On aura régulièrement un rendez-vous avec EY, précisément pour actualiser, faire vivre. Et puis ce qui m'a beaucoup frappé pendant le kiff, c'est la force des exemples.
hein. Ah oui. C'est parce qu'on a construit ensemble cette démarche en disant il faut partir de cas d'usage et il faut les problématiser, parce que sinon les gens ne comprennent pas. Rien que la démonstration de The Sandbox ce matin, c'était un moment où on a le fondateur qui explique comment ça marche. C'est clair. On a deux passionnés qui sont là parce qu'ils se sont battus. Hein. Benjamin, C'est clair. il voulait vraiment l'avoir et c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Hein. C'est clair. C'est clair. On a eu la chance de voir quelqu'un d'exceptionnel nous raconter son produit. Hein. Et lui, il me disait, ce sera dans 10 ans, ce sera comme si tu avais vu Mark Zuckerberg quand il lançait Facebook. C'est-à-dire qu'ils sont dans une dynamique assez incroyable, hein, de Sandbox. Ah, oui, il a réussi à mettre toutes les briques ensemble qui permettent cette décentralisation à la fois des contenus, de la création, de la propriété et du coup du développement de sa plateforme. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et on retrouve là l'esprit un peu hacker dont on a besoin. C'est-à-dire détourner les outils pour les emmener et au service finalement de plus de relations en fait. Hein, voilà. Et effectivement, donc tous les mois un rendez-vous avec toi et EY, chez EY. Donc avec une volonté de continuer cette histoire et de l'écrire ensemble, et puis d'avoir un impact en tout cas sur le monde économique, le monde financier, pour que cet enjeu soit saisi. Il y a une question aussi politique, hein, de régulation, il y a un enjeu éthique. Hein, quand on parle avec Dassault Systèmes, on se rend compte que c'est considérable, hein, l'enjeu éthique. On a commencé à l'aborder sur le développement durable avec Yacine, mais c'est une réflexion que AFX... on rentre dans une année électorale. Ah oui. J'espère que ce sujet sera sur la table, le sujet plus large du numérique que seulement celui de l'immersif. Donc c'est important qu'on soit aussi présent dans le débat à ce moment-là. Et puis, effectivement, sortir de l'isolement un peu, tous les passionnés que vous êtes, pour attirer l'attention des investisseurs, attirer l'attention des pouvoirs publics, et faire en sorte qu'on ne rate pas, en fait, le coche. Il y a un train là à prendre. Il y a qu'on rate pas le coche. Chez Facebook qui travaillent sur le. Voilà. Et ça, c'est un signal. Ça, c'est des indicateurs massifs parce que quand ça va sortir, ce sera trop tard. C'est ce qu'a dit Marc Petit. Hein, voilà. On peut pas. Exactement. Et donc on a une place à jouer. On va pas faire. Enfin, je veux dire, c'est pas nécessairement la place des GAFA ou des Américains. C'est pas le sujet. Mais il y a une place à jouer dans tout l'écosystème de contenu. Moi, j'ai bien aimé quand, par exemple, Similie Demer parlait de Merlin. Elle a eu une démarche d'éditeur, en fait, pas de fabrication d'objets, une démarche d'éditeur. Et le patrimoine éditorial est majeur. Nous avons un patrimoine éditorial majeur. Nous avons aussi des technologies très puissantes. On en a vu tout un panel aujourd'hui. Et donc, le mix de tout ça doit nous permettre d'avoir une place dans cette économie de l'immersif et une place au service du mieux. Voilà. Du progrès social, comme vous avez dit, je crois, comme l'avait dit, je crois, à la première conférence. Et ça, c'est ce qu'on va suivre comme le lait sur le feu, tous les mois, jusqu'au prochain kiff. La phrase de Gilbert Kinner, comment... Tu connaissais le début de la phrase ? Mais, dis-moi, redis-moi. Non, mais je l'ai noté quand on me la disait. Est-ce que tu peux me la redire, Natacha ? C'était sur la formation ? Oui, il disait comment former les élèves pour que dans le futur, il reste dans le présent au cinéma. Voilà, c'est exactement. Présent du cinéma. Exactement. Il faut faut que dans le futur, on reste dans le présent. Voilà, c'est ça notre sujet. Voilà, c'est le métaverse. Bienvenue entre autres. Dans le C'est le temps persistant, en fait, hein, le temps qui persiste. Et on a une place à jouer, on a vraiment la passion de tous les gens qui étaient ici. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut retenir essentiellement. Et on s'est beaucoup répété. Mais parce qu'on pense tous la même chose. Ouais. C'est ça qu'il faut retenir. On s'est beaucoup répété parce qu'on pense tous la même chose, chacun vu de notre prisme et de notre territoire et de notre perspective. On pense tous la même chose. Oui, c'est en train de converger. Oui, il faut des talents. Oui, il faut de l'hybridation. Oui, ça crée de l'émotion. Oui, ça crée de l'émotion. Il faut travailler en collaboration. Voilà. Oui, il faut de la collaboration. Oui, il faut coopérer. Et si le kiff peut susciter ces coopérations, il y en a déjà quelques-unes qui sont nées du kiff. Oui. Eh bien, il faut continuer. Merci beaucoup. Et à l'année prochaine au kiff. Merci.